Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Club de la Presse. Ce soir, nous revenons sur les propos de la vice-présidente du PPACI, Odette Lorion, sur les libertés en Côte d'Ivoire, des propos diversement appréciés. L'autre point de l'actualité, c'est la fraude sur le gaz depuis quelque temps, une menace pour la population. Et nous parlerons de l'affaire Sonko au Sénégal, le procès de l'opposant renvoyé au 30 mars. Et pour commenter tout ceci, nous recevons Lansine Bakayoko, il est journaliste, chef du service économie et surtout analyste politique. Bonsoir Lansine, bienvenue. Valentin Bourguen, journaliste éditorialiste, est avec nous également ce soir. Et nous recevons Dr Bamba Sidiki, il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et pour terminer, Félix Boni, journaliste éditorialiste. Et ça fait le plein. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Une vidéo qui la montre face à un public, Odette Lorion, critiquant les libertés en Côte d'Ivoire. Réaction de certains jeunes dits proches du RHDPI. Le PPACI de son côté dénonce. On suit ce reportage de Davis Soyo. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison, qui doivent être mis en prison. Ces propos tenus par Marie-Odette Lorion, vice-présidente du PPACI au cours des meetings, a suscité de vives réactions au sein de la classe politique ivoirienne. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner cette sortie de la collaboratrice de l'ex-président Laurent Gbagbo. Philippe Kragbé, membre du secrétariat national en charge des jeunes du RHDP, a qualifié d'incendiaire le discours de l'ancienne députée de la Nation. Pour lui, la liberté d'expression ne doit pas conduire les uns et les autres à jeter l'opprobre sur les institutions de la République. Awassa Abdoul, président de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, un groupement proche du pouvoir, et ses militants ont organisé un rassemblement devant la résidence de Marie-Odette Lorion pour exprimer leur mécontentement. Face à ces réactions, le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a condamné le rassemblement devant le domicile du cadre de son parti et a demandé la libération de ses militants emprisonnés avant d'évoquer la thèse d'acharnement judiciaire dont fait l'objet son parti. La sortie de Marie-Odette Lorion peut-elle plomber le processus de réconciliation nationale? Alors, c'est une sortie qui a alimenté le débat politique cette semaine. Félix Boni, quel est votre commentaire sur cette situation? Mon commentaire sur cette situation, c'est que peut-être certainement que le langage a fourchu en utilisant encore l'expression mercenaire pour qualifier ceux que les militaires ivoiriens qui ont été accueillis publiquement à la télévision, que tout le monde a vu. Toutefois, cela fait partie quand même du discours politique. On ne va pas quand même dicter à l'homme politique d'utiliser ces termes. L'homme politique utilise les termes qui lui semblent adaptés devant son public pour essayer de galvaniser son public. Je dirais que dans un certain contexte, il faut relativiser certaines choses, d'autant plus que c'est une affaire très sensible, un problème militaire qui a opposé notre pays à notre pays. En abordant ce genre de questions, il faut un peu de la retenue et j'estime que la langue de Mme Marie-Odette Lorion a fourchu. Toutefois, les réactions qui ont suivi ont été très disproportionnées. J'apprécie la réaction, certes, des jeunes du RHDP qui ont fait une réaction politique à un autre discours politique. Par contre, je n'ai pas apprécié cette réaction d'une bande de jeunesse, excuse-moi, entre termes, le groupe, entre autres, le terme qu'ils utilisent, qui s'est retrouvé au domicile de la dame pour aller réagir comme si on était dans un non-État. Nous sommes dans un État, on a un procureur de la République, on a la police, on a la gendarmerie. Et il n'appartient pas à des personnes de se faire justice dans un État. Il faut rentrer dans le canevas des choses, dans le cadre tracé des choses. Ils auraient pu
s'organiser au siège de leur formation politique, dénoncer ce qui se fait comme les jeunes l'ont fait, mais se déporter au domicile de quelqu'un pour aller mettre en garde la personne, je crois que ça, c'est une autre phase, une autre manière de faire la politique qui ne doit pas prospérer. Et ça aussi, ça a besoin d'être condamné. Alors, Dr Bamba, vous l'avez suivi, ce débat, cette semaine. Alors, on vous écoute. Oh, bon, nous sommes dans le cadre de la politique et c'est une parole d'une militante. Le discours politique de l'opposition se veut toujours un discours d'attaque. Et l'opposant en tant que tel, il a les éléments en sa possession qui lui permettent de remettre en cause l'État qui est en face de lui. Maintenant, je crois que pour mieux analyser cela, il faut voir d'où part le discours de Mme Lorugnon. Il y a un fait, c'est la condamnation des membres de son parti. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle fait son discours. Il ne s'agit pas de sortir le discours de son contexte, ce qui fait qu'on ne peut pas bien la comprendre. Ce n'est pas un discours qui a été fait comme ça parce qu'elle avait dit ce qu'elle a eu à dire. Elle a dit par rapport à un fait. Mais tout ça vise un seul objectif, c'est la libération des militants de son parti. Maintenant, que se passe-t-il? C'est que, ordinairement, lorsqu'il y a un procès, ça c'est le comportement vraiment de beaucoup d'acteurs politiques dans nos pays africains, il y a comme une sorte de remise en cause de la justice. C'est une condamnation. La condamnation est ce qu'elle est et il y a forcément des procédures par lesquelles on doit passer pour pouvoir décondamner ou pouvoir libérer ceux qui ont été condamnés. À preuve, Mme Lorugnon elle-même, face aux jeunes qui sont venus chez elle à la maison, elle est rentrée dans le droit chemin en allant poser plainte. C'est ce qui s'est fait dans la droite ligne pour qu'on puisse plus ou moins poursuivre ceux qui sont en face de lui. Je crois qu'en un mot comme en mille, le discours politique se veut violent. Lorsqu'on est dans l'opposition, on prend en tout cas tout ce qu'on a à sa disposition pour pouvoir griller, je vais dire, comment on appelle ça, pouvoir en tout cas enquiquiner un tant soit peu celui qui est au pouvoir. Alors, Lansana Bakayoko, c'est un discours qu'on peut peut-être situer, comme Dr Bamba l'a dit tout à l'heure, dans son contexte et pas plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, je pense que oui. C'est un discours qui peut paraître un discours politique. Et je comprends qu'une opposition est faite pour critiquer le gouvernement. Mais là, j'estime que Mme Lorugnon Nyabri est allée un peu trop loin, puisque en parlant des mercenaires, elle attaque même les fondements de la nation. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de terminologie. Elle aurait pu dire des soldats qui ont été libérés. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans le contexte ivoirien. Qu'est-ce qu'elle dit? Il s'est battu pour faire libérer les mercenaires et il condamne les Ivoiriens. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons la connotation que cela peut avoir dans le contexte ivoirien. Et j'en suis d'autant gêné qu'elle a poursuivi dans le même discours en disant que la Côte d'Ivoire a des fondements chrétiens et que ceux qui vont faire, eux, ils croient en Dieu, c'est Dieu qu'ils ont prié, Jésus-Christ qu'ils ont prié et que c'est ça qui a fait que le président Gbagbo a été libéré et qu'ils ne sont pas dans l'idolâtrie et que leurs adversaires sont des idolâtres. Et moi, je pense que ce type de discours n'est plus adapté au contexte ivoirien. Il faut surpasser cela. Je pense que les thèmes que l'opposition peut utiliser dans un pays sont nombreux. On peut critiquer la gestion du gouvernement, on peut parler de corruption, on peut parler de mauvais travail, mais il y a des sujets sur lesquels nous devons nous retrouver. C'est-à-dire des sujets qui peuvent provoquer des déflagrations au niveau de la nation. Moi, je pense que tout ce qu'on fait, il faut que la nation soit préservée. Et là, Mme Nyabri est dans une sorte de belligérance permanente qu'il faut réprouver. Moi, je pense que dans le contexte ivoirien, nous devons aller à l'apaisement. Il faut éviter de montrer que la Côte d'Ivoire est chroniquement chrysogène. Je pense que ce moment est passé, il faut aller de l'avant, il faut avoir soldé le contentieux de 2011 et ne pas penser au match retour parce qu'en fine, tout cela est lié. Donc je pense que le discours politique, peut-être même au-delà de Mme Nyabri, même au niveau des RHDP, il faut polisser le discours
Il faut rendre le discours républicain pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer un tout petit peu. On va en reparler tout à l'heure de toutes les façons parce que cette sortie nous ramène à la question du discours politique. Mais première réaction déjà, on va terminer ce premier tour de table avec vous, Valentin Bogen. Oui, bon, moi je veux croire que c'est un discours qui s'est tenu dans un contexte particulier pour Mme Lorugnon. Je le mets sous le compte d'un accès de colère. Je pense que c'est un discours qui traduit plus un moment de colère non insuffisamment maîtrisé, plutôt que, je pense, le fond de sa pensée. C'est vrai que bon, les autres intervenants l'ont souligné tout à l'heure, qu'il y a la posture de l'opposant qui pense que bon, tous les coups sont permis pour attaquer le pouvoir. Bon, est-ce que là, quand c'est le cas, on est dans une démocratie respectable, républicaine ou pas? C'est une posture de certains qu'il faut... Mais encore une fois, je pense que c'est un accès de colère et que on veut bien croire que ces mots ont dépassé sa pensée. Bon, cela dit, je pense aussi que la réaction qui a été en face, pour reprendre un peu ce que Félix a dit tout à l'heure, des jeunes qui se déportent au domicile d'une citoyenne qui a tenu des propos qui ne leur plaisent pas, c'est aussi des choses qu'on n'a pas envie de voir dans une démocratie policée. Ce n'est pas des choses qu'il faut voir, nul n'a le droit de se rendre justice, de la même façon que nul n'est au-dessus de la loi, mais nul ne peut se rendre justice lui-même, parce que, écoutez, il y a des institutions, des instances qui sont là lorsqu'il y a un dérèglement. Normalement, dans une démocratie civilisée, dans un état de droit, on doit pouvoir laisser la loi agir en pareille circonstance. Donc, je pense encore une fois qu'il y a un problème de responsabilité collective de la part des hommes politiques qu'il faut vraiment actionner aujourd'hui. Plus que jamais, si on veut aller à un apaisement réel, je pense qu'il y a des discours qu'il vaut mieux ne pas tenir, même quand on est très en colère. Alors, Félix Boni, action, réaction, ça ramène à la question du discours politique. Et Valentin Bakayoko parlait du contexte. Mais en pareille circonstance, quel est le discours que les hommes politiques, par exemple, doivent tenir, sans oublier, comme l'a dit tout à l'heure Dr Bamba, qu'il y a ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition qui n'ont pas forcément le même langage. Mais il est clair, quand on parle de contexte, alors l'intitulé de l'émission nous parle de contexte de réconciliation nouveau, mais j'allais me demander c'est quoi ce nouveau contexte de réconciliation? D'autant plus que ce contexte n'a pas empêché non plus qu'il y ait des gens qui ont tenu des discours aussi, qui sont aussi poursuivis. Hein. Ce contexte n'a pas aussi empêché qu'il y ait des emprisonnements, qui sont également des acteurs politiques sortant d'un meeting politique. Ce contexte n'aura pas non plus empêché que des gens qui ont empêché certains acteurs politiques d'avoir accès à des localités du pays soient totalement libres, n'aient pas encore été empêchés d'interpeller par rapport... Donc ça veut dire qu'on est dans un contexte politique qu'on ne peut pas dire un nouveau contexte de réconciliation. Moi, je crois qu'il y a un regain de tension sur la scène politique ivoirienne depuis quelques semaines. Il y a des activités, il y a des discours, il y a des attitudes qui ne sont vraiment pas de nature à rasséréner la vie politique nationale. Mais je pense qu'il faut qu'on mette bas la terre parce qu'on est dans une période de transition vers 2025. On a des élections locales qui approchent. Nous sommes à mi-chemin de 2025. C'est plus que jamais le moment de pouvoir apaiser le discours politique, soit de l'opposition ou du pouvoir. On n'a pas besoin forcément d'enflammer la situation pour séduire les Ivoiriens. Alors, mais il y a aussi les enjeux. Vous avez parlé tout à l'heure de 2023. Il y a les enjeux et en préparation. Mais les enjeux en politique, et les Ivoiriens commencent de plus en plus à appréhender davantage la vie politique nationale. Les enjeux en politique, ce n'est pas le discours enflammé. Les enjeux en politique, c'est la proposition que vous faites pour que les populations puissent suivre. Qu'est-ce qui ne va pas? Si moi, mes solutions, c'est ça qui doit être, j'allais dire, au cœur du discours politique. Le discours politique ne doit pas consister à rentrer dans les invectives, mais doit consister à étaler des programmes, à faire des propositions pour séduire les populations. Celui qui est là doit pouvoir défendre son bilan et ne pas non plus aussi rentrer dans les invectives. C'est-à-dire, il ne faut pas brimer son opposition, mais l'opposition aussi ne doit pas être dans les invectives vis-à-vis du pouvoir. Chacun, à son niveau, devrait pouvoir proposer ce qu'il faut pour chaque région, parce qu'ils ont des leaders politiques. Chaque parti politique a des leaders dans toutes les régions. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau par rapport à celui qui est là? Celui qui est là également dira, voilà ce que moi j'entends faire encore pour que vous puissiez me suivre. C'est ce discours-là qu'on a envie d'entendre pour bâtir une nation ensemble.
Oui, docteur Bamba, la question du discours politique en pareille circonstance, et vous l'avez plus ou moins dit, il y a ceux donc, qui sont au pouvoir, qui ont le discours qu'ils tiennent, mais il y a aussi l'opposition. Est-ce qu'à un moment donné, comme Félix le disait tout à l'heure, il peut y avoir une sorte de préservation de l'essentiel? Oui, il faut qu'on s'accorde sur l'essentiel. Je crois que nous avons une histoire récente en Côte d'Ivoire, et même elle n'est pas aussi récente que ça, parce que depuis 1990, le champ politique est un champ bouillonnant. Et nous constatons qu'à chaque période, il y a comme ça des sortes de bouffées, et nous en sommes là. Bientôt, les élections municipales, on entend encore les mêmes cris d'eau frais, et beaucoup de choses qui se disent et qui font peur. Après, quand on regarde les titres des journaux chaque jour, c'est anxiogène. On ne sait pas d'où sortent ces phrases choc, ces petites phrases, ces sortes de slogans qui amènent à des rassemblements confligènes de demain. En tout cas, ça se voit, c'est ce qui se dessine. Mais est-ce que c'est nouveau en Côte d'Ivoire? Je suis désolé pour mon pays, c'est qu'on le dit toujours, on le chante, on le clame, on le critique, mais on en revient toujours à la même chose, les acteurs politiques et les différents relais. C'est comme s'ils ne se conseillaient pas eux-mêmes et qu'ils avaient envie qu'il y ait une forme de déflagration. Ce n'est pas moi qui le dis. Après, si nous le constatons, c'est que le champ est en train de créer des problèmes qui sont visibles à l'horizon. Quant au discours politique lui-même en tant que tel, il est forcément classé. Je n'en suis pas un spécialiste, je ne suis pas le spécialiste du discours politique en tant que tel, mais ce que je sais dans la construction d'un discours, lorsqu'on est dans l'opposition, on instrumentalise en tout cas un sujet, on le politise, et quand on le politise, on accuse, et quand on accuse, on cherche réparation. Voilà comment l'opposant construit son discours. Il faut, vaille que vaille, accuser celui qui est au pouvoir, et quand on l'accuse, on cherche réparation. La réparation ici vient comme pour apaiser l'opposant. Maintenant, celui qui est au pouvoir, il a aussi un discours pour l'opposition et en même temps un discours pour la population. Celui qui est au pouvoir a son bilan qu'il présente, mais en même temps, vu qu'il est attaqué par l'opposition sur certains points, il essaie de se défendre. Après, on l'a vu avec les éléments qui sont passés, le RHDP, de façon politique, a répondu à Mme Lorugnon. C'est comme ça que s'est fait la politique. Bien répondu, ce sont des paroles militantes de part et d'autre. Ils se sont parlé et ils se sont compris dans leur langage politique. Ce qui a été déploré par nous tous, c'est le comportement des citoyens qui sont allés devant la porte d'un autre citoyen, ce qui ne se fait pas. Donc, il y a la réglementation politique, les règles politiques, les discours politiques, et en eux-mêmes participent de cette réglementation-là, et c'est tout ce qui fait la spécificité des champs politiques en fonction des pays et surtout en fonction des contextes. Bon, alors, le docteur Bamba a été vraiment très pédagogue, mais finalement, quand on entend tout ceci, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable, l'enseignement Bakayoko? Oui, on ne va pas faire la langue de bois. Moi, je pense que le discours de Mme Odette Lorugnon-Niabri est forcément un discours conflictuel. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté l'ensemble du discours. Moi, je l'ai écouté. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'écouter l'ensemble du discours. Mais c'est une belligérance déclarée. Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, au-delà des questions religieuses et même des questions liées aux soldats ivoiriens qui ont été détenus au Mali? Elle parle de son pays qui est envahi par des étrangers. Elle dit qu'il y a des envahisseurs qui sont là et que le président Bédié et le président Gbagbo doivent se retrouver pour récupérer leur pays qui est en train de les échapper, d'échapper aux Ivoiriens. Et moi, je pense que ce discours-là, il est connoté parce qu'il fait référence à un passé que nous ne voulons pas revivre. Donc, on ne va pas simplement dire que le discours de Mme Niabri était dans un cadre politicien. Il va au-delà. Tout à l'heure, je l'ai dit, on peut faire de la politique, mais il faut que l'État reste, il faut que la République reste. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fondements de la nation qui sont remis en question. Quand on dit que les étrangers attaquent et veulent prendre notre pays, quand on dit que les soldats sont des mercenaires pour qui on s'est battu, et ce sont les Ivoiriens qui sont brimés et les mercenaires sont adoubés, quand on parle de questions religieuses, moi je pense que là, ce sont les fondements de notre nation qui sont attaqués. Et je ne suis pas dans la dynamique que cela reste impuni. C'est vrai, je ne suis pas en train d'appeler à un État répressif, mais il faut que l'État défende la République. Parce que ça ne peut pas continuer.
Nous sommes dans une dynamique de rassemblement, d'unité nationale. Moi, je suis pour la politique saine. L'opposition a des thèmes, et c'est connu. Le professeur Bamba a dit, l'opposition dira toujours que le gouvernement gouverne mal, le gouvernement dira toujours que l'opposition fait de la théorie. Donc ça, c'est des choses, c'est classique et c'est connu. J'ai dit qu'on peut faire de la politique, mais il faut que la République reste, il faut que la nation soit préservée. Et ça, cela a échappé à Mme Lorignon. Valentin Bougen. Oui, bon, je mets tout ça en réalité sur le compte de l'apprentissage démocratique. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. La démocratie ivoirienne, c'est une démocratie encore jeune, en construction. On peut comprendre que de temps à autre, que ça bouillonne, comme disait l'autre, mais je pense je préfère parler de dynamisme. Il y a un dynamisme de la vie politique, mais jusqu'où on peut accepter que ce dynamisme aille? Est-ce que ce dynamisme politique, ce bouillonnement doit se faire au détriment, par exemple, de la nation, de l'unité nationale? C'est là où il y a un jeu, j'allais dire, d'équilibre à trouver entre la nécessité du pluralisme qui est indispensable à l'essor de la vie démocratique et aussi la nécessité de la légalité, de respecter un minimum de l'égalité. Parce qu'on ne peut pas construire, sur une base nulle, vous comprenez. Il y a le cheminement démocratique, il y a des acteurs qui sont en place. On aimerait bien qu'au fur et à mesure que les années passent, et bien que l'on sente une maturation du processus démocratique et que les acteurs politiques également soient dans cette mouvance et qu'on retrouve des acteurs matures d'année en année. Bon, il y a des discours qui donnent parfois l'impression de retour en arrière. Et ça, c'est ce qu'il faut condamner. C'est ce qu'il faut condamner. Il faut condamner des retours en arrière parce que c'est une histoire récente, comme disait Bakayoko et le docteur aussi tout à l'heure. C'est une histoire récente, donc on n'a pas envie de revivre. Donc il faut éviter les thèmes qui renvoient peut-être à cette histoire douloureuse et puis chercher en tout cas tous les éléments dans les différents partis politiques pour faire en sorte que le discours politique, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, soit des discours responsables. Surtout que bon, le PPACI est composé de gens qui ont déjà eu à gérer les affaires de l'État, dont on attend certainement d'eux un comportement beaucoup plus républicain. Mais cela dit, je pense qu'il faut quand même garder bonne mesure. Comme dirait l'autre, ce n'est pas qu'on appelle l'État à la répression et autres, mais nous sommes dans un contexte également, il y a le contexte de la loi qu'il faut respecter, mais il y a également un contexte politique, un contexte social. On veut aller à l'apaisement, à la réconciliation. Il y a de part et d'autre des choses qu'il faut faire pour que les choses aillent dans le bon sens. Alors, monsieur, il y a l'autre sujet au niveau national qui intéresse aussi. Après l'usine clandestine de Diorobité, un autre réseau de transvasement de contenu de bouteilles de gaz est démantelé à Bobo. Ces pratiques illégales représentent évidemment un danger pour la population. Davis Oyo en parle et on se retrouve sur le plateau. L'utilisation du gaz butane au lieu et place du carburant dans certaines localités a connu. Le transvasement du gaz domestique d'une bouteille à l'autre dans des conditions d'insécurité est un autre phénomène qui prend de l'ampleur. Cette pratique frauduleuse, en plus d'être dangereuse pour les populations, réduit presque de moitié les quantités de bouteilles vendues aux consommateurs. En début de semaine, des gendarmes de la brigade de Cocody-Angré et de la brigade de sécurité rurale 1 ont démantelé une unité clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane à Diorobité, dans la commune de Cocody. Cette action des forces de l'ordre s'inscrit dans l'opération de lutte contre les pratiques illégales dans le commerce du gaz domestique. Bilan, 12 opérateurs clandestins mis aux arrêts, 2 camions de livraison de gaz, un véhicule de type pick-up, un tricycle et 2743 bouteilles de gaz saisies, y compris un lot important de stickers de diverses marques d'entreprises opérant dans le domaine de la distribution de gaz butane pour assurément faciliter l'écoulement de ces produits frauduleux sur le marché ivoirien. Alors voilà une autre paire de manches pour le ministère du Commerce, et évidemment, mais surtout ce qui est inquiétant, c'est que c'est vraiment lié à monsieur tout le monde, Félix Boni. En fait, il y a un gros problème en Côte d'Ivoire sur le marché ivoirien, c'est un problème lié à la contrefaçon, à la contrebande. Et cette fois, on est dans une situation qui concerne un produit qui est très sensible, le gaz. Le gaz utilisé dans tous les ménages, pratiquement en Côte d'Ivoire maintenant. Quand on assiste aujourd'hui à des transvasements, c'est-à-dire à des reconditionnements de la bouteille de gaz, c'est suffisamment dangereux pour nos ménages. Et
Bravo aux forces de l'ordre qui ont pu démanteler ce réseau, mais il faut que le ministère du Commerce vraiment soit très vigilant par rapport à tout ce que les Ivoiriens consomment, parce que de plus en plus, le consommateur ivoirien est très exposé à toutes ces questions de contrefaçon, de contrebande. On ne sait plus ce qu'on consomme. Et vous avez vu souvent même qu'on nous parle de riz en caoutchouc qui sont sur le marché, très difficile à identifier, des bouteilles qui sont transvasées. Moi, personnellement, j'en ai été victime. Il y a 3 à 4 mois, je suis allé acheter la bouteille de gaz de la maison. Je suis arrivé à la maison, la bouteille fuyait. Et j'ai dû retourner la bouteille pour retrouver une deuxième bouteille. Et la dame, elle a eu cette j'allais dire, bienveillance de récupérer l'autre bouteille qui fuyait pour me donner une autre bouteille. Ça peut certainement se retrouver dans une de ces bouteilles transvasées. Et ça, c'est très dangereux. Elle récupère le danger qu'elle remet dans le magasin. Elle remet dans le lot et pour me remettre une nouvelle bouteille, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a dû récupérer la bouteille, mais je suppose elle m'a dit qu'elle retournerait à son fournisseur. Alors, qui sont ces fournisseurs parallèles éventuellement qui mettent la vie des populations en danger? Je crois qu'il faut remonter le circuit de distribution des bouteilles de gaz, de conditionnement, les fournisseurs, pour qu'on puisse vraiment démanteler tous ces réseaux et mettre les ménages à l'abri. Alors, docteur Bambara, est-ce que vous comprenez cela? Comment c'est possible que des personnes puissent ainsi s'organiser et surtout, disons, envahir le marché? Oh, bon, nous sommes selon mon analyse, dans une forme de cupidité généralisée. Voilà, l'avidité fait que tout le monde a la recherche du gain facile. Donc, on est prêt à entrer dans les entrelacements de la société pour pouvoir s'enrichir vaille que vaille. Je ne vais pas revenir sur les différents problèmes parce que chacun les connaît déjà, ça sera de la redite. Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions. Pour moi, la solution, c'est qu'au niveau des fournisseurs, les fournisseurs sont des fournisseurs officiels. C'est parce qu'il y a des revendeurs que nous en sommes là. Si les revendeurs sont incapables d'assurer notre sécurité, déjà que le gaz est dangereux, mais qu'on prenne les dispositions, l'État surtout, comme on l'a fait avec le lait infantile, il y a des produits qu'on ne vendra plus dans certaines surfaces, disons-le comme ça, qu'on ait des lieux agréés pour pouvoir aller chercher le gaz. Il y a certes les stations, et c'est parce qu'on est loin des stations-service que certaines personnes en ont fait leur métier. Il y en a d'honnêtes gens là-dedans, mais il y a plus de malhonnêtes que d'honnêtes aujourd'hui. À partir de ce moment, l'État doit prendre ses responsabilités pour nous trouver des points agréés, connus de tous, pour qu'on puisse aller, en tout cas, se ravitailler en gaz quand on aura besoin. Alors, Valentin Bougen. Je pense que c'est un problème assez grave. Déjà, la question se pose, on a suffisamment parlé déjà de la dangerosité du problème, c'est déjà un niveau, c'est un produit dangereux qu'on est en train de manipuler dans des situations très inconfortables, c'est dangereux pour la sécurité publique, donc il y a un problème de sécurité publique qu'il faut gérer. Puis il y a le problème économique. Il y a le problème économique qui n'est pas un problème mince, parce que non seulement les quantités qui sont vendues aux consommateurs ne sont pas les quantités qu'il est censé payer, puisque c'est ce qui figure, mais en réalité, c'est pas le produit final n'est pas dans les quantités souhaitées. Et de deux, on sait très bien ce que la fraude et la contrefaçon créent comme dommage à l'économie. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça se compte chaque année en centaines de milliards de francs CFA. C'est que les dommages de la fraude, de la contrebande, de la contrefaçon, ce sont des circuits parallèles et même pratiquement criminels. Et il faut faire très attention parce que lorsque ce genre de circuit se développe à une certaine échelle dans un État, eh bien c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on assiste finalement à des mafias organisées qui font la contrebande, qui vont commencer par la contrebande du gaz, qui vont faire la contrebande des produits alimentaires, la contrebande des cigarettes et autres. Ça crée un circuit criminel et lorsqu'il y a la criminalisation de l'économie, c'est un phénomène très dangereux. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Cela dit, maintenant, parlant des solutions, le docteur a parlé tout à l'heure également des centres il faut que ce soit des centres agréés. Oui, bon, au niveau officiel, il y a des fournisseurs agréés et autres. La loi existe pour dire, bon, écoutez, pour pouvoir même revendre, voici, il faut un local qui soit un local adapté aux produits. Mais est-ce que cette loi est respectée véritablement? C'est ça aussi.
On voit très bien dans nos quartiers, c'est vrai qu'il y a pour la question de la proximité qu'on veut rechercher. Bon, si on ne vend que dans des stations-service, elles sont éloignées de certains domiciles, mais il faut que l'État veille aussi à ce que les endroits où on stocke pour revendre ces produits, que ce soit des endroits sains, que ce soit des endroits sécurisés. Ce n'est pas encore le cas. Donc je pense qu'il faut jouer à la fois sur ces leviers-là. Ce n'est pas seulement un problème, à mon avis, du ministère du Commerce, c'est même un problème de sécurité publique qu'il faut adresser. L'enseignant Bakayoko, bon, là je m'adresse aux journalistes spécialistes en économie. Et évidemment, c'est une crainte sociale, mais surtout au niveau économique, comme disait tout à l'heure Valentin, ça fait quand même craindre. Oui, effectivement, ça fait craindre, mais ce qu'il faut préciser déjà, c'est que ce n'est pas... C'est un acte de criminalité, je ne vais pas ordinaire, seulement que ça se pratique sur un produit très sensible, c'est-à-dire un produit extrêmement dangereux. Sinon, c'est un acte de contrebande, de fraude, de criminalité ordinaire. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce n'est pas lié à un problème de disponibilité, puisque la Côte d'Ivoire produit suffisamment de gaz. Aujourd'hui, nous sommes à près de 530 000 tonnes de gaz qui est produit. Et aujourd'hui, nos capacités de stockage, c'est ça qui était un peu le problème, aujourd'hui sont relativement maîtrisées. Avant, on en avait juste pour 2 semaines le fonds de réserve. Aujourd'hui, nous en avons pour pratiquement 30 jours avec l'arrivée, je crois en 2022, d'un butanier d'à peu près 11 500 tonnes. Et aujourd'hui, donc, nous avons des capacités de stockage qui sont quand même maîtrisées, même s'il faut améliorer le niveau et peut-être amener le stock de sécurité à 1 mois et demi, 2 mois, ce ne serait pas mauvais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il faut préciser à nouveau, c'est que c'est un acte de criminalité qui est pratiqué par des gens qui veulent forcément avoir de l'argent au-delà des normes habituelles, c'est-à-dire, prochainement, pas de cupidité, d'avidité, de cupidité. Et donc, il faut simplement lier à cela, parce que c'est un produit quand même pour lequel l'État fait d'énormes efforts, parce que c'est un secteur qui est très réglementé. Les prix sont administrés, les licences sont données à des gens qui auront rempli des conditions. Il y a des directions qui s'occupent de l'installation des points de vente. Mais comme solution, on peut peut-être chercher à rapprocher, mais il ne faut surtout pas chercher à éliminer les intermédiaires qui sont les revendeurs, puisque ce serait quand même, c'est une activité qu'on aura à supprimer. Oui, je pense que... le docteur Bamba l'a dit, parce qu'on est aussi à la recherche de solutions. C'est un problème, on a des bouteilles de gaz qui ne sont pas pleines, donc la question de la criticité oui, bien sûr. dont parlait Valentin ils font du transvasement. C'est plusieurs problèmes à la fois. Ils font du transvasement, c'est-à-dire qu'ils prennent des bouteilles qu'ils transvasent pour pouvoir améliorer leur gain au-delà des normes, au-delà des gains qui sont normaux. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que l'État doit améliorer la sécurité, doper, en tout cas faire un maillage systématique qui est efficace pour pouvoir débusquer, dénicher ceux qui font cette fraude. Parce que si on demande de réduire, peut-être d'enlever les intermédiaires et d'amener les points de vente à proximité des ménages, ce qui est déjà fait, et si on doit les supprimer, ces intermédiaires, ça pourra venir inhiber peut-être cette économie du gaz là qui nourrit certes les marketeurs, certes les producteurs, mais aussi les revendeurs. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre de façon globale, demander aux forces de répression de multiplier les actions coup de poing, demander aux populations d'aider à débusquer ces gens-là, et je pense que c'est une solution collégiale pour laquelle, je veux dire, l'ensemble de la population ivoirienne doit prendre conscience, surtout de la dangerosité de cette activité de gaz, parce que c'est une question de sécurité publique aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez, oui, Félix Boni, que c'est un problème peut-être de contrôle du marché? Oui, il y a un problème de contrôle du marché, ça c'est à un niveau. On parlait tantôt de contrefaçon, de contrebande, de fraude, qui est cette grande criminalité. Et quand on parle de contrefaçon et de contrebande, la criminalité est à tous les niveaux, criminalité économique, criminalité sociale, la vie des populations qui sont en danger. Mais quand je parle de criminalité sociale, c'est aussi des emplois qui sont mis en jeu. Alors lorsque Bakayoko parle de ne pas réduire, enlever peut-être le pain à des gens, c'est-à-dire pour moi réduire le circuit de distribution pour avoir une maîtrise de la fiabilité du produit pour sauver des vies, il n'y a pas matière à débat. Il y a quelques semaines, nous faisions une émission sur la question du pain.
Et Bakayoko, tu partageais le plateau avec moi, tu parlais de ce qu'il fallait réduire, ces intermédiaires du pain, il fallait qu'on enlève ces intermédiaires. Mais le pain, il ne tue pas. Le gaz, il tue. Non, mais là, attention, nous étions en crise de disponibilité de la farine. Or là, je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème de disponibilité. Ça dit que le gaz est là. Dans le cas du pain, il y avait un problème de disponibilité. Tu as évoqué la question de la dangerosité du produit, qui fait que s'il y a lieu même de réduire le circuit pour que nous puissions sauver des vies, il faut réduire ce circuit et sauver des vies. Parce que là, il est question de vie. Alors, une explosion dans un quartier peut ne pas seulement peut-être brûler une personne, mais tuer des personnes, faire perdre peut-être même toute l'économie. On a d'ailleurs déjà eu des cas. Il y en a eu plusieurs cas, même pas seulement le cas, il y a eu plusieurs cas. C'est un produit difficile à manipuler, alors il faut réduire le circuit. S'il faut réduire le circuit pour sauver des vies, il le faut. Mais on parle du contrôle du marché. De façon globale, le marché ivoirien a besoin de contrôle rigoureux. Et le ministère du Commerce fait des efforts, mais il faut toujours accentuer ces efforts parce que la criminalité sur le marché est suffisamment, j'allais dire, endémique et beaucoup de produits circulent sur le marché qui sont très dangereux pour les consommateurs. Docteur Bamba, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je veux dire, c'est que Bakayoko a mis la main sur un point très important. Il m'a semblé qu'il minimise le transvasement, alors que c'est là qu'il y a problème. Des gens qui transvasent, qui n'ont même pas la qualité de transvaser. C'est là le problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune qualification. Non, j'ai dit que le transvasement, c'est un acte criminel. Ça, on est d'accord dessus. Parce que le transvasement, ça ne se fait pas dans les quartiers. Comment ils ont Ça ne se fait pas dans les quartiers, ça se fait dans les usines. C'est là qu'il y a problème. C'est-à-dire comment des individus lambda, citoyens comme toi et moi, décident de faire un travail qui ne leur incombe même pas. Moi, je crois que lorsqu'on fait de la criminalité économique, si on est seulement passeur de produits, par exemple, frauduleux, là, on parle d'un produit très dangereux. À preuve, pourquoi nous avons peur? On sait que le gaz, même dans sa situation normale, a eu à tuer des gens. En ce moment, il n'y avait pas de fraude en Côte d'Ivoire comme ça. Chacun d'entre nous a eu dans sa famille des gens qui ont été victimes du gaz qui a fui ou bien de mauvaises manipulations à la maison qui a amené ce genre de problème. Aujourd'hui, dans le tout Abidjan, il y a comme ça des gens qui ont décidé de mettre notre vie en péril. On ne peut pas s'éteindre là-dessus. Si tel est le cas, pour moi, la solution, en tout cas immédiate telle qu'elle est, j'ai conscience qu'on va tirer le pain de la bouche des gens, je ne le veux pas, mais pour une solution vraiment immédiate, il faut déjà réduire ce nombre de fournisseurs-là, c'est-à-dire d'intermédiaires. Professeur, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des... Je suis contre le transvasement parce que c'est un acte criminel. Mais j'ai dit qu'il y a des intermédiaires classiques qui sont là. Ça dit que les gens qui sont dans les quartiers et qui font de la proximité avec la population. Il ne faut pas confondre les criminels qui font du transvasement et qui le font par cupidité. Et attention, ce n'est pas seulement même au niveau du gaz pour le ménage. Même dans les véhicules, Yamoussoukro et Grand Bassam sont réputés des gens qui utilisent le gaz pour le véhicule. Donc, on est d'accord que c'est un acte criminel. Ce qui est interdit. Donc, on est d'accord dessus. Mais mon problème, c'est qu'on ne vienne pas confondre les criminels et ceux qui sont dans l'activité normale, ça va à travers le quartier et qui sont dans des points de vente classiques, qui sont dans des réseaux normaux. Mais ils constituent les réseaux d'écoulement. Justement, ces personnes ont besoin de personnes qui sont plus proches des consommateurs pour écouler les produits. La preuve en est que le reportage l'indique très bien. Ils ont des stickers des entreprises pour confondre, c'est-à-dire le bon produit au mauvais produit. Donc, il faut réduire, j'allais dire, le circuit de distribution pour pouvoir maîtriser le circuit de la production du gaz jusqu'au consommateur, de sorte à éliminer ces intermédiaires qui peuvent servir j'allais dire, de réseau pour écouler ces produits frauduleux. Valentin Bougen, ça vous semble peut-être pertinent puisque ça va peut-être responsabiliser davantage? Oui, je pense que tout ce qui peut être fait pour maîtriser les circuits de distribution doit être fait. Il faut maîtriser absolument le circuit de distribution parce qu'une fois que c'est transvasé, c'est mis dans des bouteilles, c'est écoulé sur le marché. Vous ne pouvez pas, ni vous ni moi, savoir tout de suite que cette bouteille n'est pas conforme. Parce que comme dit Félix, ils ont des stickers, ils se promènent avec des stickers de différentes compagnies et autres, mais il faut vraiment avoir la bouteille, la soulever peut-être, arriver à la maison et constater que la bouteille qui met parfois une semaine ou 2 semaines, eh bien, curieusement, c'est 4 ou 5 jours. Moi, je pense que tout ce qui doit être fait doit l'être pour pouvoir maîtriser le circuit de distribution et faire en sorte que ceux qui transvasent, par exemple, non seulement cette activité disparaisse,
le transvasement frauduleux disparaisse et faire en sorte également que les possibilités qui sont au fait d'écouler ces produits de contrefaçon, en fait, ces produits non conformes, que ces réseaux également soient réduits au minimum. Il faut, puisqu'on ne peut pas placer un gendarme derrière chaque réseau de vente dans les quartiers. Ce n'est pas possible. Mais il se trouve que c'est souvent à ciel ouvert, comme à Yamoussoukro. Oui, c'est parfois à ciel ouvert. Il y a le transvasement au niveau des véhicules. Oui, mais je dis que non seulement il faut... C'est regardé par tout le monde. C'est pour ça que nous demandons que l'État, les forces de l'ordre fassent leur travail. Parce que c'est des activités qui sont interdites. Et donc, si on les voit, il faut les signaler pour que ces réseaux-là soient démantelés. Parce que ce ne sont pas des activités officielles. C'est pour ça que ceux qui sont chargés de réprimer ce qui n'est pas officiel, il faut que ceux-là se mettent en action pour pouvoir maîtriser la situation. Et là, on voit, on ne fait rien parce que même des forces de l'ordre montent dans les Woro à Yamoussoukro. L'odeur du gaz, ça se sent, mais personne ne cherche à savoir avec quoi ce véhicule roule, d'où ce produit. On aurait pu facilement démanteler des réseaux de transvasement. C'est pour ça que je dis dès le départ que c'est d'abord un problème de sécurité publique qu'il faut adresser. C'est très grave ce qui se passe et que ce n'est pas seulement une histoire du ministère du Commerce. C'est une histoire de sécurité publique. Si on y prend garde, ça, on va vers la catastrophe de ce point de vue-là. Parce qu'avec des dépôts, des transvasements frauduleux, des dépôts non agréés qui ne sont même pas conformes, vous voyez comment on entasse les bouteilles de gaz et tout ça, on se demande, mais pourtant, tout cela, en principe, ont un agrément, parce qu'il faut un agrément pour pouvoir exercer l'activité. Donc, il faut que la répression même s'exerce à ce niveau-là. D'autant plus que c'est un marché florissant. Le marché du gaz aujourd'hui, du gaz butane, c'est l'un des marchés les plus lucratifs, les plus dynamiques, parce que c'est une progression d'à peu près 10% par an. C'est à peu près 10% par an et jusqu'à l'horizon 2030, on pense qu'on peut être déjà à un niveau même de consommation d'à peu près 900 000 tonnes. Donc vous voyez, les quantités sont énormes et si l'on y prend garde dès maintenant... Nous étions à 142 000 en 2012, 142 000 tonnes en 2012. Aujourd'hui, nous avons quasiment triplé, disons, en tout cas, la mise à disposition de ce produit. Ça veut dire que c'est un secteur qui est en croissance permanente et donc il va falloir réguler davantage et mettre des mesures, en tout cas un dispositif qui puisse permettre de maîtriser l'ensemble de l'environnement de la commercialisation du gaz. D'accord. Alors, on passe au troisième et dernier sujet de ce soir. L'affaire Ousmane Sonko au Sénégal, quel est vraiment le problème? Plusieurs manifestations dans les rues de Dakar lors de la troisième comparution de l'opposant. Le leader du PASTEF dénonce une tentative d'assassinat. Le procès en diffamation est renvoyé au 30 mars. Davis Oyo. Depuis quelques jours, la tension monte au Sénégal. Des affrontements entre partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar, en marge du procès du potentiel candidat à la présidentielle sénégalaise. La nouvelle figure emblématique de l'opposition sénégalaise est inculpée pour diffamation. Ousmane Sonko, maire du Ziguinchor, principale ville de la Casamance, a accusé l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, de détournement de fonds. Son procès semble faire apparaître deux fragments du Sénégal. La coalition de la majorité présidentielle a accusé l'opposition d'être irresponsable et de chercher à déstabiliser les institutions de la République. Attendu jeudi dernier pour son procès d'ailleurs reporté au 30 mars, des heurts ont éclaté entre ses sympathisants et les forces de l'ordre. Les déflagrations des grenades, de désencerclement et des tirs de gaz de lacrymogènes ont résonné dans plusieurs banlieues de la capitale pour empêcher tout regroupement. Pour les observateurs, Ousmane Sonko est un populiste avec un verbe direct et une idéologie de souverainiste. Il joue sur cette fibre pour se faire adouber par ses sympathisants. La rue est sa principale arme de défense. Ses discours tranchés vis-à-vis de la France plaisent beaucoup à sa base. L'ancien maire de Dakar et l'ex-président Abdoulaye Wade ne cachent pas leur soutien à Ousmane Sonko. L'ancien inspecteur des impôts, quasiment inconnu du grand public il y a 7 ans, qualifie ces inculpations de complot. Un autre dossier pèse sur la figure de proue de l'opposition. L'affaire Adji Sarr, cet employé de salon de massage qui l'accuse de viol et de menaces de mort. S'il est condamné à plus de 3 mois d'emprisonnement ferme ou à plus de 6 mois avec sursis, le code électoral prévoit son inéligibilité. Ousmane Sonko serait alors hors jeu
pour l'élection présidentielle prochaine au Sénégal. Alors, avant de répondre à cette question, Félix Boni, quel est le premier commentaire que vous faites sur cette affaire d'Ousmane Sonko depuis quelques jours que nous suivons au Sénégal? Je vais vous citer un jeune auteur qui, hier, sur Mediapart, en commentant ce qui se passe en France, a écrit ceci. L'exécutif est certes très légitime mécaniquement, en vertu des textes et de la solidité des institutions. Mais il a perdu ce qui donne vie à la vraie légitimité politique en démocratie, un certain degré d'adhésion populaire. Un certain degré d'adhésion populaire. La démocratie repose sur l'adhésion populaire. Alors, sans rentrer dans le fond déjà de ce qui se passe au Sénégal, ce que j'observe, c'est qu'on a un monsieur qui s'appelle Ousmane Sonko, un ancien cadre des services financiers du Sénégal, qui a acquis une certaine popularité au Sénégal, qui a l'ambition de devenir président de la République au Sénégal et qui fait face à des déboires politiques, judiciaires plutôt, des déboires judiciaires qui se multiplient au fur et à mesure que l'on se rapproche j'allais dire, de la date des élections. Quand je suis l'histoire de Sonko, à partir de la question d'Aguissa, ça me rappelle une certaine affaire Nafissatou Diallo, qui a eu un impact sur la carrière, j'allais dire, la trajectoire politique de Dominique Strauss-Kahn. Et quand je regarde tout ceci en Afrique, je suis un peu désespéré. Parce que si on devrait activer des procédures judiciaires pour peut-être faire barrage à un adversaire politique, je crois que c'est suffisamment dangereux. Parce que j'ai suivi un peu ce qui se passe, tout l'artillerie qui bloque ce monsieur, qui l'empêche de sortir de sa maison, qui a rappelé aussi un certain blocus au Golfe, ici à Abidjan, seulement qu'ici nous étions dans une situation de belligérance, avec deux forces belligérantes en présence, ce qui est différent de ce qui se passe au Sénégal, où il n'y a pas de belligérants. Il y a un discours politique et il y a une force disproportionnée qui est déployée par rapport à un discours politique, et pour moi, c'est incompréhensible. Docteur Bamba. Le cas sénégalais, un opposant qui veut être président de la République, le décor est planté et qu'il y a des déboires judiciaires. Pour moi, il y a une instrumentalisation, ça se voit, et c'est comme ça que l'opposition fonctionne. Sinon, en réalité, face aux accusations, M. Sonko devait se rendre seul, entre guillemets, au palais de justice pour pouvoir répondre de ce qui se passe. Il a forcément des avocats. Mais je ne suis pas sénégalais, donc je ne suis pas dans... Sonko n'a pas refusé de comparaître. Oui, mais non, je n'ai pas dit qu'il a refusé de comparaître, j'ai dit aller seul au tribunal. Voilà, il y a ça aussi, il y a toute une théâtralisation qui participe du jeu politique local au Sénégal aujourd'hui, parce qu'il y a de façon sous-jacente cette histoire du troisième mandat possible de M. Macky Sall. Donc il y a, en tout cas au Sénégal, beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres qui permettent peut-être de comprendre ce qui se passe. En tout cas, pour ce que les médias nous donnent à voir, c'est qu'il y a de véritables tensions face à quelqu'un qui a des ambitions politiques, et on pense qu'il faut le caler, parce que c'est comme ça que ça apparaît. Mais en même temps, l'élément nous dit qu'il a une base populaire en fonction du discours qu'il tient. Et ce discours ambiant aujourd'hui de l'Afrique, on est contre la France, où on dit des choses qui, demain, lorsque ces gens seront au pouvoir, on verra véritablement ce qu'ils sont appelés à faire. Beaucoup de choses comme ça sont données en pâture à la jeunesse qui réclame ce genre de discours-là. Bon, est-ce que ça va payer ça? Je ne sais pas. Je crois que Sonko est dans cette dynamique-là. Et c'est cette dynamique peut-être qui crée sa popularité, mais en même temps, son impopularité peut-être pour ceux pour qui il est un peu gênant. Voilà. Dans la suite du on verra. Alors, là, oui, l'enseigne Bakayoko sur la situation Ousmane Sonko et ses déboires avec la justice sénégalaise. Oh, moi, je pense que ce n'est pas nouveau. Moi, je considère Ousmane Sonko comme un leader de substitution, disons peut-être même comme un leader de dépit. Parce qu'en réalité, il joue de populisme. Sinon, les procédures qui sont engagées contre lui, la vie politique sénégalaise a toujours fonctionné ainsi. Et on peut peut-être faire un bref historique. Même Mamadou Dia, depuis 1957, président du Conseil, et Senghor, en 1962, vous avez vu que Mamadou Dia a terminé en prison, condamné à mort.
Il a été sorti de prison en 1974. Dès qu'il sort de prison, c'est Abdoulaye Wade qui vient et qui rompt le consensus politique. On était dans une situation de parti unique. Abdoulaye Wade même a consommé de la prison aussi, d'abord avec Senghor, puis avec Abdou Diouf. Et vous avez vu toute la trajectoire d'Abdou Diouf. On a vu des opposants qui ont eu maille à partir. Je pense à Ibader Thiam, je pense à Djibo Letika, je pense à Ahmad Dansoko. Tout cela ont goûté à la case prison. Et même quand on va, lorsque Abdoulaye Wade prend le pouvoir, il y a d'autres leaders qui ont maille à partir avec lui. Mais la vie politique sénégalaise, je pense à Idrissa Seck, par exemple, l'ancien maire de Thiès, et à d'autres leaders politiques. Ça a toujours été comme ça. Et donc, quand Macky Sall vient, on voit aussi l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, le fils Wade. Qui soutient Sonko. Oui, qui durait Sonko. Mais c'est une question, c'est une sorte de revanche qui est chose. Aujourd'hui, Macky Sall a réussi quand même à décapiter l'ensemble de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, il n'en existe. Fort quand même, ça. Oui, il a décapité l'ensemble de l'opposition, puisque les vrais opposants, c'était qui? C'était Khalifa Sall, c'était le fils Karim Wade, mais aujourd'hui, ceux-là sont empêtrés dans des procédures judiciaires qui font de telle sorte aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas être candidats. Ousmane Sonko, c'est un leader syndical, a priori. Et puis bon, il est dans une posture un peu de revanche, puisqu'il a été radié par Macky Sall de la fonction publique pour ses prises de position qui étaient en rupture avec la vie de fonctionnaire. Donc, je veux dire que Ousmane Sonko est dans une sorte de populisme qui lui va bien. Mais je pense que la vie politique sénégalaise a toujours fonctionné ainsi. Et donc, de toutes les façons, le Sénégal est un pays démocratique. Et donc, je pense qu'il fera tout ça peut-être pour se soustraire de la justice. Aujourd'hui, je l'ai vu sur un lit d'hôpital où il dit qu'il est hospitalisé, peut-être un malade imaginaire. Mais de toutes les façons, depuis, je pense, la dernière comparution, il y a eu ce qui s'est passé dans les rues, etc. Il dit avoir été violenté. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Il a été vu en train d'être violenté. Les images circulent et ce sont des images vidéo qui ne sont pas des montages. Donc il a été bel et bien violenté. Et pour ne pas dire, Bakayoko parle de malade imaginaire, mais il s'est rendu à l'hôpital. Les explications qu'il donne, c'est qu'il avait d'abord annoncé qu'il avait des douleurs, mais il s'est rendu à l'hôpital parce qu'il a inhalé. Il soupçonne un assassinat, il a inhalé, j'allais dire, des produits. Il veut savoir si ces produits, éventuellement, ne sont pas des produits d'empoisonnement. D'ailleurs, son avocat... Le professeur Bamba vient de dire qu'il manipule bien le verbe. Il est dans une position de victimisation. Il est un manipulateur fin. Le populisme, c'est l'art de la vie politique au Sénégal. Il y a Valentin qui attend. Il y en a marre. A été un mouvement populaire qui a permis à Macky Sall, qui a profité de ce populisme pour être là au pouvoir aujourd'hui. Le populisme fait partie de l'art de la vie politique. Juste après Valentin Boni, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas jeter l'anathème sur Sonko en disant que c'est un populiste, parce que ce n'est pas le premier populiste, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Amérique aujourd'hui. Ce sont les populismes qui sont en train de prendre le pouvoir pratiquement partout. Donc on ne peut pas l'incriminer pour sa posture. Par contre, ce qu'il faut dénoncer, c'est toute tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. C'est ça qui est dangereux en démocratie. Or, le Sénégal a souvent donné l'exemple d'une démocratie un peu modeste. C'est vrai qu'il a rappelé des faits pas très glorieux. Oui, pas très glorieux, mais ce sont des faits qui sont parvenus à circonscrire parce que les institutions fonctionnent plus ou moins bien. Il y a une certaine culture républicaine, une culture de l'état de droit au Sénégal qui ne date pas d'aujourd'hui, qui fait en sorte que les institutions parviennent à réguler les violences politiques quand elles interviennent. Donc on peut pas, moi je ne peux pas dire de Sonko non, il faut qu'il arrête avec le populisme et tout ça. Il tient un discours qui plaît à une bonne partie de la population. En tout cas, la jeunesse aujourd'hui, qu'il s'agisse des jeunesses urbaines et autres, c'est un discours qui vient dans un contexte aussi, il faut rappeler le contexte socio-économique sénégalais aujourd'hui, qui est un contexte qui dérive déjà de la Covid avec tout ce qu'il y a eu comme arrêt, enfin, comme régression de l'activité économique. Ça s'est ressenti dans le PIB du pays de l'année dernière, qui a régressé par rapport aux années d'avant. Donc il y a comme des horizons qui sont incertains pour les jeunes aujourd'hui. Et lui, il vient, il tient un discours qui plaît aux jeunes.
dans un contexte où également le pouvoir aussi se dit que mais, le moment est venu parce que la situation économique, les perspectives économiques en début d'année donnaient le Sénégal parmi les premiers pays, sinon le premier pays en Afrique en termes de croissance économique qui devait avoisiner les 2 chiffres en raison du début de l'exploitation du pétrole et du gaz notamment. Il y a ce contexte socio-économique et puis il y a surtout l'échéance électorale de février 2024 qui mobilise. Et donc, il faut avoir ces lectures, ces différents éléments pour contextualiser. C'est vrai, il a maille à partir avec la justice. Il y a eu une affaire de viol pour laquelle il doit s'expliquer. Et on ne comprend pas très bien la lenteur des procédures judiciaires par rapport déjà à cette affaire. C'est justement ce que dénonce l'opposition qui estime que le procès devient trop long et qu'il y a une volonté d'éliminer un candidat pour la présidentielle de 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, attention en démocratie, dès qu'on utilise la justice pour régler les affaires politiques, c'est très dangereux. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui peut créer un problème plus grave pour le Sénégal aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte où les positions se radicalisent. Les positions se radicalisent plus qu'avant encore, parce qu'il y a je crois que c'est le docteur Bamba qui a parlé tout à l'heure de l'aspect 3e mandat. On dit que le président actuel, Macky Sall, veut un 3e mandat. Lui-même, il ne s'est pas exprimé dessus de façon claire. Il a dit il ne dira ni oui ni non, ce qui entretient un peu le flou, l'incertitude. Et les différentes crispations politiques qu'il y a aujourd'hui, c'est par rapport à cela. Et lorsqu'on emprisonne, lorsque l'autre maille appartient avec la justice, on se rappelle, tiens, avant lui, il y a eu le Khalifa Sall, il y a eu Karim Wade qui ont été écartés très rapidement de la même façon. Il n'est pas le seul à être poursuivi aujourd'hui. On a quand même le maire de Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, qui est aussi un acteur majeur, qui est aussi poursuivi. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont poursuivis pour des faits de droit commun. Parce qu'on parle de questions de mœurs. Ça, c'est évident. Je pense que ce n'est pas... Donc pour vous, Lansana Bakayoko, ça n'a rien à voir avec la présidentielle? Pour moi, oui. En fait, les hommes politiques profitent toujours. Mais je pense que c'est Ousmane Sonko lui-même qui a ouvert le boulevard. Et donc, les hommes politiques, enfin, le régime Macky Sall s'est engouffré. Parce que ça a toujours été ainsi. Vous avez vu sous Abdoulaye Wade, vous avez Farba Senghor qui faisait la même chose, Ousmane Gom. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles au Sénégal. On va aller vite. Oui, Félix Boni, oui. Mais quel est ce président-là qui, lorsque lui il arrive au pouvoir, tous ses adversaires ont des déboires politiques et sont tous éliminés par les procédures politiques. Il y a une véritable instrumentalisation du pouvoir judiciaire au Sénégal pour éliminer Karim Wade, Khalifa Sall, maintenant Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz qui est également visé par une autre procédure. Il faut que M. Macky Sall est arrivé au pouvoir dans un contexte un peu pareil à ce que lui il est en train de préparer par rapport à ses opposants. C'est-à-dire un autre mandat de trop d'Abdoulaye Wade. Le Sénégal a... Ça sera réglé comme le cas d'Abdoulaye Wade a été réglé. Ça dit que le peuple s'est prononcé. La conflictualité qui a été entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'était simplement que Macky Sall avait demandé à Karim Wade de rendre compte après la conférence islamique qui a été organisée. Donc, le même peuple. C'est un contentieux politique, pas un contentieux de fait. Quand tu parles du populisme de Sonko, rapidement. S'il y a quelqu'un qui rend Sonko populaire, c'est bien ce harcèlement de Macky Sall qui fait que le monsieur devient populaire. C'est bien noté. Merci Boni. On termine rapidement avec Dr Bamba. Non, j'ai dit que je fais confiance au Sénégal. Ça a été dit tout à l'heure. La population arrive toujours à résoudre le problème des citoyens. À preuve, celui qui est opposant à Wade, on l'a vu, Macky Sall l'a battu, comme Wade aussi a été opposant à Diouf. Et on a vu toujours que le Sénégal arrive à s'en sortir parce que les citoyens se mobilisent en temps opportun pour régler ce problème politique. D'accord. En tout cas, l'affaire envoyée au 30 mars, une affaire évidemment qu'on va suivre. Merci Lansana Bakayoko, Valentin Mbungen, merci Félix Boni, Dr Bamba Sidiki. Merci à vous de nous avoir suivi cette émission réalisée par Fofana Mamadou. Tout de suite, le journal de 20h avec Marie-Laure Ngoran. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.